Imaginez, vous avez tout pour être heureuse. L'amour, une carrière prometteuse, une famille qui vous soutient. Vous pensez connaître parfaitement votre vie, votre mari, votre avenir. Mais que se passerait-il si un minuscule oubli, un simple billet de train laissé sur une table, devenait la clé qui ouvre la porte d'une vérité terrifiante? L'histoire que vous allez entendre est celle de Chloé, une jeune femme dont le monde parfait s'est effondré en quelques secondes. Préparez-vous à une plongée dans les abysses de la tromperie et des secrets de famille, car parfois le plus grand danger se cache là où on l'attend le moins. Chloé Dubois était l'incarnation de la réussite parisienne. Fille unique de Bernard Dubois, un magnat de l'immobilier dont les projets redessinaient les contours de la capitale, elle avait grandi dans le luxe discret de Neuilly-sur-Seine. Pourtant, elle avait toujours cherché à tracer sa propre voie, devenant une journaliste talentueuse et respectée. C'est dans ce milieu qu'elle avait rencontré Julien. Venu d'une petite ville de Picardie, il était tout son contraire, charmant, simple, avec une histoire de famille modeste qui avait touché Chloé. Son père, Bernard, un homme pragmatique et méfiant, n'avait jamais caché son scepticisme. Il voyait en Julien un opportuniste, un jeune homme ébloui par la fortune des Dubois. Mais l'amour de Chloé était aveugle. Contre l'avis de tous, elle l'avait épousé, convaincue d'avoir trouvé l'homme qu'il aimait pour ce qu'elle était, et non pour ce qu'elle possédait. Le quai numéro 6 de la gare de Lyon grouillait de voyageurs. L'odeur du café chaud se mêlait au bruit métallique des valises roulant sur le sol en marbre. Chloé, élégante dans son trench-coat beige, sentit une vague de panique la submerger. Elle fouilla frénétiquement son sac à main, le cœur battant à tout rompre. Le billet pour le TGV de 8h12 à destination de Lyon n'était pas là. C'était le déplacement le plus important de sa carrière, une interview exclusive qui pouvait tout changer. « Non, pas maintenant », murmura-t-elle pour elle-même. Elle se souvint l'avoir posé sur la console de l'entrée de leur appartement du 16e arrondissement. Un oubli stupide, impardonnable. Il lui restait à peine 40 minutes. Sans réfléchir, elle fit demi-tour, se frayant un chemin à contre-courant de la foule, et héla le premier taxi. Chaque seconde comptait. L'angoisse lui nouait l'estomac, mais ce n'était rien comparé au choc qui l'attendait. Elle inséra la clé dans la serrure avec une précaution inhabituelle, ne voulant pas déranger Julien qu'elle croyait encore endormi. La porte s'ouvrit, sans un bruit, sur le silence feutré de l'appartement haussmannien. Mais un son flottait dans l'air, provenant de la cuisine. C'était la voix de Julien, mais pas seulement. Une autre voix, féminine et insistante, sortait du haut-parleur de son téléphone. Chloé reconnut immédiatement le timbre de Martine, sa belle-mère. Elle s'immobilisa dans le couloir, cachée par l'ombre d'une grande plante verte. « Non, pas tout de suite, fiston, » disait Martine d'un ton sec. « J'ai déjà expliqué le plan. Il faut être patient et tout faire progressivement. Si on agit trop vite, on va éveiller les soupçons. Et c'est la dernière chose dont nous avons besoin. » Chloé sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le plan ? Quel soupçon ? Le froid de la poignée de porte en laiton semblait se propager dans tout son corps, la glaçant jusqu'aux os. Chaque mot était une pièce d'un puzzle qu'elle ne voulait pas assembler. Le silence de Julien en réponse à sa mère était plus assourdissant que n'importe quel cri. Chloé, le souffle coupé, luttait pour ne pas trahir sa présence. De quoi parlait-il ? L'image de son mari, l'homme doux et aimant qu'elle chérissait, se fissurait. Pour quelle raison complotait-il avec sa mère dans son dos ? L'idée était si monstrueuse qu'elle refusa d'y croire. C'était sûrement un malentendu, une conversation sortie de son contexte. Mais l'insistance dans la voix de Martine, ce ton conspirateur, ne laissait aucune place au doute. Il préparait quelque chose qui la concernait, elle et sa famille. Une nausée violente la saisit. Elle recula doucement, pas à pas, ses escarpins ne faisant aucun bruit sur le parquet ancien. Elle devait partir, oublier le voyage, oublier sa carrière. Rien n'avait plus d'importance que le gouffre qui venait de s'ouvrir devant elle. Sans un regard en arrière, elle referma la porte et s'enfuit, le cœur en miettes. Assise dans un café anonyme près de la gare, les mains tremblantes autour d'une tasse de café qu'elle ne toucherait pas, Chloé se remémora les paroles de son père.
La scène lui revint avec une clarté douloureuse. C'était lors d'un dîner, quelques mois avant le mariage. La tension était palpable dans la grande salle à manger de la maison de Neuilly. Bernard Dubois, avec son regard d'acier qui avait intimidé tant de concurrents, fixait Julien de l'autre côté de la table. « Mon opinion, tu la connais », avait-il dit à Chloé plus tard dans son bureau, l'odeur du cuir et du vieux papier flottant dans l'air. « Je ne peux pas t'interdire de l'épouser, tu es une adulte, mais sache que je suis contre. Cet homme n'est pas pour toi, tu mérites mieux, il n'y a que ton argent qui l'intéresse. » Chloé s'était rebellée, accusant son père d'être un snob, incapable de voir au-delà des apparences et des comptes en banque. Aujourd'hui, chaque mot de son père résonnait en elle comme une prophétie funeste. Sa mère, Hélène, avait été plus nuancée, mais tout aussi inquiète. « Ton père a raison sur un point, ma chérie », lui avait-elle confié, en arrangeant des fleurs dans un vase de cristal. « Pourquoi cette précipitation? Tu as toute la vie devant toi. » Hélène s'inquiétait surtout des conditions de l'héritage. Bernard avait été clair. Chloé ne pourrait toucher à la fortune et aux actifs de l'entreprise qu'à une seule condition. Elle devait se marier avec un homme qui l'approuverait, un homme qu'il jugerait digne de confiance. « Je ne suis pas idiot », avait-il martelé. « Je ne vais pas risquer le travail de toute une vie pour un arriviste. Elle veut se marier? Très bien, mais l'argent restera sous mon contrôle. Je lui assurerai le même train de vie, mais elle n'aura jamais un accès direct au compte. » Chloé avait trouvé cette condition humiliante. Elle pensait que son père essayait de la contrôler. Maintenant, elle comprenait. Ce n'était pas du contrôle, c'était de la protection. Leur histoire avait commencé comme dans un film, une rencontre fortuite dans les couloirs de l'école de journalisme où Chloé donnait une conférence. Julien était étudiant, l'un des plus brillants, mais il jouait la carte de la modestie avec un art consommé. « Je ne suis probablement pas le genre de personne que tu as l'habitude de fréquenter », lui avait-il dit lors de leur premier rendez-vous, le regard fuyant. Il savait parfaitement que cette fausse humilité était son meilleur atout. Il avait grandi dans un milieu où chaque euro comptait, et il avait une fascination presque morbide pour la richesse de Chloé. Il lui racontait comment il avait travaillé un an entier dans une brasserie de sa ville natale pour économiser assez d'argent pour monter à Paris. Cette histoire, racontée avec juste ce qu'il fallait de pathos, avait ému Chloé. Elle y voyait de la détermination et du courage, sans déceler la froide ambition qui se cachait derrière. Chloé, malgré son héritage, n'avait jamais été une femme qui affichait sa richesse. Elle prenait le métro, s'habillait avec une élégance sobre et ne parlait jamais de l'empire de son père. C'est cette simplicité qui avait attiré Julien, mais aussi le potentiel colossal qu'elle représentait. Les rumeurs sur son père allaient bon train à l'université. Ce n'est pas un oligarque avec des puits de pétrole, disèrent les étudiants. C'est un bâtisseur. Il a construit la moitié des nouveaux quartiers autour de Paris. Julien écoutait ces conversations avec une attention avide. Pour lui, qui avait lutté pour chaque opportunité, l'idée de renoncer à un tel héritage était inconcevable. Quand Chloé lui disait qu'elle voulait faire carrière par elle-même, il hochait la tête avec un air compréhensif tout en se demandant comment on pouvait être aussi naïf. Il voyait en elle non seulement une femme belle et intelligente, mais surtout un ticket d'or pour une vie qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Peu après leur mariage, Chloé avait insisté pour que Julien trouve un travail à la hauteur de ses ambitions. « Papa, tu ne peux pas l'aider » avait-elle plaidé pendant des semaines. « Il a besoin d'expérience. Il ne va pas rester à ne rien faire jusqu'à la fin de ses études. » Bernard avait cédé à contre-cœur. Il avait appelé un vieil ami, Vincent Fournier, le directeur d'une chaîne d'information respectée. L'appel avait été bref et direct. « J'ai un service à te demander, Vincent. Mon gendre. Trouve-lui une place. » Vincent, qui devait beaucoup à Bernard, avait accepté sans poser de questions. Le jour de sa prise de poste, Bernard était venu dans le nouvel appartement du couple. Un cadeau de mariage somptueux avec vue sur la tour Eiffel. Il avait pris Julien à part. « Écoute-moi bien, » avait-il dit d'une voix glaciale. « Ne me fais pas honte, on ne te demande presque rien. Sois à l'heure, sois poli et ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Compris ?» Julien avait simplement hoché la tête, un sourire reconnaissant sur les lèvres, dissimulant mal sa jubilation.
À la fin du premier mois, lorsque Julien reçut son salaire, il n'en crut pas ses yeux. « Chloé, c'est incroyable !» s'exclama-t-il, les yeux brillants, en regardant la notification de virement sur son téléphone. « C'est ce que gagne un chef de chantier en un mois dans ma région, et moi, je travaille 3 jours par semaine et je gagne plus que le directeur d'une PME. » Son enthousiasme était presque enfantin, mais il sonnait faux aux oreilles de quiconque aurait été attentif. Chloé, elle, était simplement heureuse pour lui. « Les relations, ça aide beaucoup, » répondit-elle nonchalamment. « L'important, c'est que papa ait accepté de t'aider. Profites-en pour te faire une place. Tu ne vas pas passer ta vie à couvrir des faits divers de quartier sur une chaîne locale. Il faut viser plus haut. » Elle ne réalisait pas que pour Julien ce salaire n'était qu'un acompte. Le véritable jackpot, c'était l'Empire Dubois, et il était prêt à tout pour l'obtenir. Quelques mois plus tard, le téléphone de Chloé sonna. C'était son père. Sa voix était tendue. « Chloé, je ne me mêle pas de votre vie, mais j'ai une question. En regardant les dépenses de ta carte ce mois-ci, j'ai l'impression que Julien ne participe pas du tout aux frais du ménage. Il gagne très bien sa vie, pourtant. Qu'est-ce que ça signifie ? » Bernard, bien qu'il ait promis de ne pas s'immiscer, avait demandé à son assistante de garder un œil sur les comptes de sa fille depuis son mariage. La colère monta en Chloé. « Papa, de quel droit tu surveilles mes dépenses ? J'ai mon propre salaire, je te signale. Je peux bien l'utiliser comme je veux. »« Ce n'est pas une question de contrôle, Chloé, » répondit Bernard, sa voix s'adoucissant. « Je ne veux juste pas qu'on profite de toi. Je veux que les choses soient justes. Si vous étiez locataire dans un 2 pièces à Clichy, je me demande bien comment il ferait. » Le reproche était clair et il visait directement Julien. Chloé, pour apaiser son père, promit de parler à Julien de l'argent. Mais elle ne le fit jamais. Elle avait peur de déclencher une dispute, peur que Julien pense qu'elle ne lui faisait pas confiance. Elle l'aimait trop pour risquer de le blesser. Ce qu'elle ignorait, c'est que presque chaque mois, Julien recevait un appel. « Merci, mon fils, » disait la voix de sa mère, Martine, à l'autre bout du fil. « Tu nous sauves, vraiment. Tu sais que pour nous, c'est une somme énorme. Mais tu n'es pas obligé de nous envoyer autant. Garde une partie pour toi. » Julien envoyait la quasi-totalité de son salaire à sa famille pour subvenir aux besoins de ses jeunes frères et sœurs. « Et cette fille, Chloé, tiens-la bien, » ajoutait Martine. « C'est une chance inouïe de trouver une femme comme ça. La plupart des filles aujourd'hui veulent juste se faire entretenir. » Chloé payait les factures, les courses, les restaurants, sans jamais se douter que l'argent de son mari servait à entretenir toute sa belle famille. La conversation téléphonique se poursuivait, et Chloé en entendit chaque mot. « Maman, je t'en veux toujours de ne pas être venue au mariage, » dit Julien, un reproche dans la voix. « J'aurais payé les billets, l'hôtel. » Chloé a trouvé ça très étrange. Un fils se marie et sa mère refuse de venir, en donnant une excuse bidon. Ce n'est pas normal. La réponse de Martine fut glaciale et calculatrice. « Ta femme n'a pas besoin de tout savoir sur notre famille, Julien. Moins elle en sait, mieux c'est. Tu dois te taire sur nos vies, sinon tout mon plan tombera à l'eau, et tu sais très bien tout ce que nous devons accomplir. » Les mots de Martine frappèrent Chloé avec la violence d'un coup de poing. Un plan, encore ce mot. Il ne s'agissait donc pas seulement d'argent, c'était bien plus sinistre, bien plus organisé. Elle sentit la peur, une peur pure et viscérale s'insinuer en elle. Elle était prise au piège d'une machination dont elle ne comprenait pas encore les tenants et les aboutissants. Les projets de Martine avaient toujours effrayé Julien. La première fois qu'elle lui en avait parlé, il avait cru à une mauvaise blague. « Maman, mais tu es folle !» avait-il balbutié, choqué. « Proposer une chose pareille, jamais je ne ferai ça, n'y pense même pas. » Mais Martine connaissait son fils. Elle savait que l'ambition et le ressentiment qui couvaient en lui finiraient par l'emporter sur sa conscience. Elle avait patiemment attendu, et comme elle l'avait prévu, après 3 ans de mariage, la frustration de Julien avait atteint son paroxysme. Il était fatigué de vivre dans l'ombre du clan Dubois, d'être le gendre d'eux, dépendant du bon vouloir de son beau-père. La situation s'était envenimée lorsque Chloé avait commencé à parler d'enfants. Ce sujet, pour Julien, était un terrain miné. Il ne voulait pas d'héritier qui le lierait encore plus à cette famille et compliquerait ses plans.
Il devait trouver un moyen de gagner du temps. « Chloé, quels enfants ?» répondait-il exaspéré, chaque fois qu'elle abordait le sujet. « Je suis tout le temps au travail, toi aussi, tu voyages constamment. Qui s'en occupera? Un enfant, ce n'est pas un animal de compagnie. Il faut l'éduquer, passer du temps avec lui. Nous n'avons pas le temps pour ça maintenant. » Il savait que ses arguments étaient faibles, mais il espérait que cela suffirait. Mais Chloé était déterminée. « Non, Julien, » répliquait-elle, le ton ferme. « Les années passent, il faut faire les enfants jeunes. Je ne veux pas accoucher à 35 ans et risquer des complications. C'est facile pour toi, mais pas pour moi. Et pour la question du temps, c'est une fausse excuse. Nous avons de l'argent. Nous engagerons une nounou, comme la moitié de nos amis. L'essentiel, c'est d'avoir les moyens, et nous les avons. » Chaque discussion se terminait de la même manière, un dialogue de sourds qui creusait un peu plus le fossé entre eux. Julien, à court d'arguments, appela sa mère à l'aide. « Il faut que tu la distrais de cette idée, » lui dit Martine, « et je sais exactement comment. Tu te souviens, on avait parlé que je vienne m'installer chez vous? Le moment est peut-être venu d'en parler à Chloé. » Ce soir-là, Julien aborda le sujet, mais Chloé, obsédée par son désir de maternité, interpréta la nouvelle à sa façon. « Mais c'est parfait !» s'exclama-t-elle. « Bien sûr qu'elle vienne, c'est une excellente nouvelle. Elle pourra nous aider avec les petits-enfants. Tu disais que tu ne voulais pas d'étrangers pour les élever. Eh bien, ta mère n'est pas une étrangère. » Julien la regarda, désemparé. « Chloé, tu n'as pas compris. Ma mère a de graves problèmes de santé. Elle ne peut plus rester seule là-bas. Elle a besoin d'aide pour tout, les courses, le ménage. Elle ne s'en sort plus. » Il baissa la tête, feignant une profonde tristesse. Cela eut l'effet escompté. Chloé, pleine de remords, se précipita vers lui, le prenant dans ses bras. « Oh, mon amour, pardonne-moi, » dit-elle en lui caressant les cheveux. « Tu as raison, je suis une égoïste, je ne pense qu'à moi. Bien sûr que ta mère doit venir. Nous avons beaucoup de place, nous lui donnerons une chambre, et elle n'aura à se soucier de rien. Nous avons une femme de ménage, et pour les repas, on se fait livrer. Pour les médecins, on l'emmènera dans les meilleures cliniques de Paris. » C'était exactement ce que Julien et Martine espéraient. Une semaine plus tard, Martine débarquait de son train de province, une petite valise à la main. À peine avait-elle franchi le seuil de l'appartement qu'elle commença à imposer sa loi. « Je ne comprends pas, » dit-elle à Julien en l'absence de Chloé, avec un dégoût non dissimulé. « Ta femme ne cuisine pas? Elle ne fait pas le ménage? Regarde l'état de cet appartement. »« Maman, calme-toi, » répondit Julien. « La femme de ménage vient 3 fois par semaine. Et s'il te plaît, devant Chloé, sois aimable. Tu m'as toi-même demandé d'être discret. » La nouvelle de l'installation de Martine mit Bernard hors de lui. « Chloé, ça ne va pas se passer comme ça, » tonna-t-il au téléphone. « Pourquoi n'as-tu pas installé ta propre mère avec toi? Pourquoi fais-tu entrer cette étrangère dans ta maison? Sais-tu ce qu'elle a en tête? Et ton provincial de mari? Je vais m'occuper de lui. »« Papa, n'ose même pas, » cria Chloé pour la première fois de sa vie. « Ne lui dis rien. »« Mais c'est à toi que je pense, Chloé, » répondit Bernard désespéré. « On dirait que tu es devenue aveugle et sourde. Ta mère est d'accord avec moi. Bientôt, il va faire venir toute sa famille s'installer à tes frais. »« Il n'a que sa mère, papa. Son père est mort quand il était petit. Je ne comprends pas comment tu peux être aussi cruel. »« Le problème, ma fille, » soupira Bernard, « c'est qu'il n'a justement rien fait, ni en bien ni en mal. Il est juste là, et il attend. » Bernard perdit tout espoir de la raisonner. Il ne se doutait pas que cette conversation serait l'une de leurs dernières. Quelques mois plus tard, la tragédie frappa. Chloé pleurait dans les bras de sa mère, Hélène anéantie. « Maman, comment est-ce possible? Il était si jeune. Papa a toujours été si prudent au volant. » Ce matin-là, Hélène avait vu son mari partir au bureau, comme tous les jours. Elle ne l'avait jamais revu. La soirée passa, puis la nuit, sans nouvelles. Chaque sonnerie de téléphone était une fausse alerte. Au petit matin, un appel d'un numéro inconnu brisa le silence. Une voix masculine, neutre et professionnelle. « Madame Dubois, nous avons retrouvé la voiture de votre mari calcinée à 30 kilomètres de Paris. Ses papiers étaient intacts. » Le reste de la conversation se perdit dans un brouillard de douleur. Hélène griffonna une adresse sur un bout de papier. Puis elle appela sa fille. « Chloé, rassemble tes affaires.
Tu ne vas pas au travail aujourd'hui. Nous allons identifier le corps de ton père. » Le mot « corps » résonna dans le téléphone, suivi d'un cri strident qui n'était plus une voix, mais l'expression pure de l'agonie. Chloé sauta du lit, enfilant les premiers vêtements qui lui tombèrent sous la main. En sortant dans le couloir, elle croisa sa belle-mère. « Où vas-tu si tôt ?» demanda Martine, l'air faussement préoccupé. « On en reparlera plus tard, » lança Chloé en mettant ses baskets. « Dites à Julien que je suis partie chez ma mère, mon père est mort. » À la morgue, l'odeur d'antiseptique et de mort flottait dans l'air. Chloé, étonnamment calme et froide, fit face au médecin légiste. « Et nous sommes censés identifier quoi exactement ?» demanda-t-elle en regardant la forme calcinée sur la table en métal. Il n'a plus de visage. Hélène, au bord de l'évanouissement, était incapable de parler. « Mademoiselle, comprenez bien, » répondit l'homme en blouse blanche. « Le corps a été retrouvé dans sa voiture, avec ses papiers. Que vous faut-il de plus ? Bien sûr, vous pouvez demander une expertise ADN, mais, à mon avis, c'est inutile. »« Non, pas d'expertise !» s'interposa Hélène, la voix brisée. « Je t'en supplie, Chloé, c'est lui. Où serait-il sinon ?» Pendant qu'Hélène signait les documents, vaincue par le chagrin, Chloé s'approcha du corps. D'un geste rapide et discret, elle arracha quelques cheveux encore attachés à un fragment de peau sur le crâne. Personne ne la vit. Le lendemain, elle apporta les échantillons à un laboratoire privé. Une semaine plus tard, les résultats tombèrent, confirmant ses pires doutes. « Ce n'est pas votre père », lui dit l'expert au téléphone. Le monde de Chloé bascula une nouvelle fois. Les paroles de sa mère insistant pour ne pas faire de test, l'état du corps, tout devenait suspect. Mais la phrase suivante de l'expert la laissa encore plus perplexe. Cependant, ce n'est pas un inconnu total. Il existe un lien de parenté, pas père-fille, mais un lien proche. Un oncle peut-être. Un oncle, ses parents lui avaient toujours dit qu'il n'avait ni frère ni sœur. Qui était cet homme? Et surtout, où était son vrai père? Après les funérailles, Chloé proposa à sa mère de venir vivre avec elle et Julien, mais Hélène refusa catégoriquement. Chloé décida alors de s'installer chez sa mère pour ne pas la laisser seule. « Julien, je ne peux pas l'abandonner dans cet état, » expliqua-t-elle à son mari. « Elle pleure toute la journée, elle est complètement perdue. »« Je comprends, bien sûr, » répondit-il avec une compassion qui sonnait désormais creux à ses oreilles. En rentrant chez lui ce soir-là, il trouva sa mère en train de préparer le dîner. « Tu sais, la veuve a refusé de vivre avec nous, » lui annonça-t-il. « Chloé va donc rester chez elle pour le moment. » Martine eut un sourire carnassier. « C'est encore mieux pour nous, » dit-elle en lui faisant un clin d'œil. C'est à ce moment précis que son plan, longtemps mûri, prit sa forme définitive dans son esprit. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Julien, perplexe. « Tu comprendras plus tard, » répondit-elle. « Maintenant mange et va te coucher. Tu as l'air fatigué. » 2 semaines après l'enterrement, Vincent Fournier, l'ami de son père, convoqua Julien dans son bureau. Sans préambule, il le licencia. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» hurla Julien au téléphone avec Chloé. « Je travaillais normalement, c'est lui qui était toujours mécontent de tout. » Intriguée, Chloé se rendit au bureau de Vincent. Ce qu'il lui raconta la laissa sans voix. « Pour être honnête, Chloé, je ne le gardais que par respect pour ton père. Nous étions partenaires depuis des années, mais maintenant qu'il n'est plus là... » Vincent lui détailla les retards constants, les articles rendus hors délai, les clients mécontents. Julien passait ses journées à ne rien faire, profitant d'un salaire exorbitant pour un travail qu'il ne faisait pas. En sortant du bureau de Vincent, Chloé se sentit trahie une fois de plus, non seulement par son mari, mais aussi par son propre jugement. Son père avait eu raison sur toute la ligne. Les tensions entre Chloé et Julien devinrent quotidiennes. Il s'éloignait d'elle, devenant un étranger indifférent et froid. « Tu ne m'as même pas demandé une seule fois comment va ma mère, » lui reprocha-t-elle un soir. « On dirait que tu te fiches complètement de ce que je ressens. »« Non, ce n'est pas vrai, » répondit-il sèchement. « C'est juste que je suis préoccupé par ma situation. Je dois trouver un autre travail, et ça ne va pas être facile de retrouver un poste comme celui-là. » Puis, son visage s'illumina d'une idée soudaine. « Dis, tu ne pourrais pas parler à ton patron pour qu'il me prenne? On travaillerait ensemble. » Chloé le dévisagea, stupéfaite.
Il n'y avait aucune empathie dans sa voix, seulement un calcul froid et égoïste. Depuis la mort de son père, il ne lui avait parlé que d'argent et de carrière. Le fossé entre eux était devenu un abîme infranchissable. La femme amoureuse en elle était en train de mourir, laissant place à une lucidité glaciale. Pendant ce temps, la santé d'Hélène se dégradait à vue d'œil. Le chagrin et le stress avaient trop réveillé un mal silencieux. Un matin, Chloé la trouva inconsciente sur le sol de la cuisine. À l'hôpital, le diagnostic fut un coup de massue, un cancer avancé. « Mais comment ?» demanda Chloé au médecin, le docteur Marchand. « Ma mère a toujours eu une vie saine. » « Le cancer a de multiples facteurs, » expliqua le médecin avec une patience infinie. Un choc émotionnel intense, un stress prolongé peuvent être des déclencheurs puissants. Malheureusement, c'est souvent le cas. Il n'y avait qu'une solution, un traitement expérimental très coûteux dans une clinique spécialisée en Suisse. Chloé se sentit sombrer. L'héritage de son père était bloqué et elle n'avait pas une telle somme. Désespérée, elle appela la seule personne en qui elle avait encore confiance, Vincent Fournier. Elle lui expliqua la situation, la voix tremblante. La réponse de Vincent fut immédiate. « Chloé, ne t'inquiète de rien. Dis-moi juste de combien tu as besoin. Je m'occupe de tout. » Pendant l'absence de sa mère, Chloé fut contactée par Lucas, le jeune protégé de son père qui avait repris la direction par intérim de l'entreprise. C'était un homme brillant et dévoué, que Bernard considérait presque comme un fils. Il s'inquiétait pour elle et l'invita à déjeuner pour discuter des affaires de l'entreprise, mais surtout pour prendre de ses nouvelles. Ils se retrouvèrent dans un petit bistrot près de la Bourse. « Vous êtes une femme si forte et si belle, » lui dit Lucas avec une sincérité désarmante. « Excusez ma franchise, continua-t-il, mais pourquoi votre mari n'est-il pas à vos côtés en ce moment? C'est lui qui devrait vous soutenir. » Chloé voulut mentir, dire qu'il était occupé, mais le regard de Lucas était trop direct. Il savait. Les rumeurs allaient vite dans leur petit monde. Pour la première fois depuis des mois, Chloé se sentit comprise. Elle lui parla pas de tout, mais assez pour qu'il comprenne sa solitude. Ce déjeuner fut comme une bouffée d'air frais dans sa vie étouffante. Le soir même, elle retourna à son ancien appartement pour récupérer le reste de ses affaires. Elle voulait partir sans un mot, sans confrontation. Mais Julien était là. « Ah, te voilà enfin !» dit-il d'un ton faussement enjoué. « Alors, ce voyage ?»« Normal, » répondit-elle froidement. « Écoute, Julien, il faut qu'on parle. Assieds-toi dans la cuisine, j'arrive. » Il comprit immédiatement que quelque chose de grave se préparait. Elle le rejoignit et, sans le regarder, lui annonça la maladie de sa mère. La réaction de Julien fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. « Et pourquoi elle ne nous a pas appelés ?» demanda-t-il, l'air offensé. « On serait venu l'aider, ma mère et moi. »« Parce que vous n'avez jamais eu de vraies relations, Julien, » explosa Chloé. « Parce que vous ne vous êtes jamais soucié d'elle. » Un silence tendu s'installa. Puis Chloé prononça les mots qu'elle retenait depuis des semaines. « Je veux divorcer. Tu as 2 semaines pour quitter cet appartement. » Au moment où elle allait partir, Martine entra dans l'appartement, les bras chargés de courses. « Chloé, je pensais que tu rentrais à la maison, » dit-elle avec un grand sourire. « Ton fils t'expliquera, » répondit Chloé en passant la porte. Martine se précipita dans la cuisine et trouva son fils, la tête entre les mains. « Maman, on divorce, » murmura-t-il. Le visage de Martine se décomposa. Elle le saisit par le col de sa chemise. « Tu es stupide ou tu le fais exprès ?» siffla-t-elle, la rage déformant ses traits. « Cours après elle, mets-toi à genoux s'il le faut. Dis-lui que tu refuses le divorce. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y. » Mais Julien ne bougea pas. Il était vidé, épuisé. « Comment as-tu pu laisser faire ça ?» continua Martine, hors d'elle. « Tous mes plans, ruinés. Et tes frères et sœurs, tu y as pensé? On va retourner dans notre trou, c'est ça ?» C'est alors que Julien explosa, libérant des années de ressentiment et de frustration. « J'en ai marre de penser à eux, » hurla-t-il. « Je ne t'ai pas demandé d'avoir autant d'enfants avec des hommes différents. Ils n'ont qu'à se débrouiller. » La dispute devint violente, un déballage de reproches et de secrets sordides. « Et toi, avec tes plans insensés, » continua Julien, « empoisonner Chloé et sa mère pour hériter, faire tuer Bernard s'il ne mourait pas de lui-même. Tu es folle,
Heureusement que tout est terminé, je ne veux pas finir ma vie en prison. » Il partit s'enfermer dans sa chambre, laissant Martine seule au milieu de la cuisine, son monde de cupidité et de haine s'écroulant autour d'elle. Une semaine plus tard, Julien rendit les clés à Chloé. Avant de partir, elle le regarda droit dans les yeux. « Je veux que tu saches, Julien, j'ai tout entendu. Votre conversation, le jour de mon départ pour Lyon, c'est pour ça que je te quitte. » Le visage de Julien se figea de stupeur. Il n'avait plus rien à dire. Il avait tout perdu. Le soir même, Chloé, épuisée mais étrangement sereine, se rendit chez Vincent Fournier. Elle avait besoin de parler, de comprendre. Elle lui raconta tout, le test ADN, les doutes, le comportement de Julien. Vincent l'écouta sans l'interrompre, son visage grave s'assombrissant à chaque mot. Quand elle eut fini, il la regarda avec une profonde tristesse. « Chloé, pourquoi as-tu cherché à savoir? Maintenant, tu vas te torturer l'esprit. »« Vincent, vous savez quelque chose, dit-elle, le cœur battant. Dites-moi la vérité, je vous en supplie. Qui avons-nous enterré? » Vincent soupira, un soupir qui semblait venir du fond des âges. « Chloé, ton père n'est pas mort, il est vivant. » Il lui raconta alors une histoire incroyable, une histoire de frères jumeaux séparés par la vie. Bernard avait un frère, Constantin, un homme brillant mais instable, qui avait sombré dans le grand banditisme. C'est lui qui avait eu une liaison avec Hélène et c'est lui qui était son père biologique. Bernard, par amour pour Hélène et pour protéger l'enfant à naître, avait accepté de reconnaître Chloé et de l'élever comme sa propre fille. Constantin avait disparu, refaisant sa vie à l'étranger sous une fausse identité. Mais ses ennemis ne l'avaient jamais oublié. Des années plus tard, ils l'avaient retrouvé. L'accident de voiture n'en était pas un. C'était un règlement de compte. Constantin était mort. Bernard, apprenant la nouvelle et réalisant que les mêmes ennemis pouvaient s'en prendre à lui par erreur à cause de leur ressemblance, avait pris une décision radicale. Il avait saisi cette opportunité pour mettre en scène sa propre mort et disparaître, afin de protéger sa famille du danger. « Il vous aimait plus que tout, Chloé, » conclut Vincent. « Tout ce qu'il a fait, c'était pour te protéger, toi et ta mère. » Chloé était abasourdie, les larmes coulant sur ses joues. C'était une vérité plus folle et plus douloureuse que tout ce qu'elle avait pu imaginer. Un an plus tard, le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les grandes baies vitrées du salon. Hélène, rayonnante de santé, riait aux éclats à une plaisanterie de Vincent. Ils s'étaient rapprochés pendant sa convalescence et ne se quittaient plus. Chloé, le ventre joliment arrondi par sa grossesse, sourit en les regardant. Lucas posa une main protectrice sur son épaule. Leur relation s'était construite lentement, solidement, sur les ruines de sa vie passée. Ils dirigeaient ensemble l'entreprise du bois avec plus de succès que jamais. Après le divorce, Chloé avait pris les rênes, découvrant en elle une force et un sens des affaires qu'elle ne se connaissait pas. Ensemble, ils avaient construit une nouvelle maison, un refuge lumineux et chaleureux où leur nouvelle famille recomposée pouvait enfin vivre en paix. Ils allaient souvent sur la tombe où reposait Constantin, mais dans leur cœur, c'était toujours Bernard qu'ils honoraient, l'homme qui avait été un vrai père, aimant et protecteur jusqu'au sacrifice ultime. Ainsi, Chloé a découvert que la vérité est parfois bien plus complexe et douloureuse que le mensonge le plus cruel. La trahison de son mari l'a brisée, mais elle a aussi révélé un secret de famille qui a redéfini toute son existence. Dans cette épreuve, elle a perdu un amour illusoire, mais elle a trouvé une force nouvelle, un amour sincère et la paix. Elle a appris que même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière finit toujours par trouver son chemin. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains récits et à partager vos impressions en commentaire. Et vous, avez-vous déjà eu le sentiment profond que quelqu'un n'était pas celui qu'il prétendait être? Racontez-nous votre expérience.